Aujourd'hui, je vous apprends 22 faits que vous ne connaissiez pas sur le cerveau. C'est parti. Numéro 1. Le cerveau, il est pas si mystérieux et mal compris qu'il en a l'air. En fait, on sait à peu près à quoi servent chacune de ses parties. Image sous vos yeux ébahis, le lobe frontal, responsable du langage et des mouvements moteurs. Le pariétal juste derrière, c'est pour la sensitivité, la lecture et le repérage dans l'espace. Le lobe temporal, juste en dessous, siège également du langage, mais aussi de la mémoire et des émotions. Et l'occipital tout derrière, c'est pour la vision. Donc si le patient arrive devant un neurologue avec des troubles moteurs, il saura d'emblée que la zone de la lésion, si elle est cérébrale, ne sera pas du tout au même endroit que si le patient était venu avec des troubles de la vision. Numéro 2, le cerveau a donc 6 lobes. Un frontal, 2 pariétaux, 2 temporaux et un occipital. Sauf que, c'est faux. Il existe en fait un dernier lobe, périsymétrique, caché en profondeur sous les côtés du cerveau, le lobe de l'insula. Il est spécialisé dans la perception du soi, dans la sociabilisation et partage le rôle des émotions avec le lobe temporal juste par-dessus. Numéro 3, est-ce que vous voyez cette espèce de patate, là tout en bas, en arrière du cerveau? Eh bien il s'agit du cervelet. Et comme son nom l'indique, ça ressemble visuellement à un petit cerveau. Comme son grand frère, il est divisé en 2 hémisphères symétriques. Le cervelet, il a 2 rôles très importants, l'équilibre et la coordination des mouvements. Et s'il y a une atteinte du cervelet, ça donne ça. C'est un peu comme si vous étiez complètement bourré en permanence. Numéro 4. Petit point anatomique qui sera très important pour comprendre certains autres faits sur le cerveau. Savez-vous la différence qu'il y a entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique? Le système nerveux central, ou SNC, c'est le cerveau, son tronc cérébral et la moelle épinière juste en dessous. C'est ici que se réunissent toutes les voies nerveuses du corps humain. La moelle épinière, elle passe dans la colonne vertébrale et à chaque étage, entre chaque vertèbre, elle va donner 2 racines qui vont se diviser en nerfs et aller innerver la zone du corps qui leur correspond. Donc tout ce que vous voyez là, c'est le système nerveux périphérique, le SNP. Numéro 5, les cellules ne vivent pas toutes aussi longtemps. Un globule rouge c'est 4 mois, un fibroblaste c'est un petit peu moins, une plaquette c'est environ 10 jours, etc. Mais les cellules ayant la plus longue durée de vie, ce sont vos neurones. De votre naissance à votre mort, vos neurones sont toujours restés les mêmes. Il existe quand même un système de neurogénèse, mais il est très limité. La théorie stipule même que les cellules soient capables de vivre bien plus longtemps que votre propre organisme, plus de 200 ans selon certains chercheurs. Même si la quasi-totalité de vos cellules se renouvelle complètement au bout d'une dizaine d'années environ, dire que vous n'avez plus rien en commun avec le vous d'il y a 20 ans, eh bien c'est une idée reçue. Numéro 6, d'ailleurs vos neurones, ils n'ont pas seulement le record de la longévité, ils ont également le record de la longueur tout court. Une cellule en moyenne c'est environ 10 micromètres. Comme pour la durée de vie, ça va énormément varier entre les différents types de cellules. Il y en a pas mal qui dépassent les 100 micromètres, voire plus, ce qui est déjà énorme à l'échelle microscopique. Et le neurone dans tout ça, il leur rit au nez, il est hors catégorie celui-là. Les neurones composent les nerfs, en quelque sorte les fils électriques de notre corps. Et vous voyez sur les neurones, ce truc là, ce long bras, c'est l'axone. C'est lui qui conduit les informations et certains éléments moléculaires. Eh bien un axone, ça fait la même longueur que le nerf qu'il compose. Ça revient à dire que lorsque l'on prend un neurone du plus long nerf de l'organisme, celui qui part de la colonne vertébrale jusque sous la plante de vos pieds, on se retrouve avec un neurone, donc une cellule, pouvant atteindre plus d'1 mètre de longueur. Numéro 7. Je vous ai parlé de la longueur et de la longévité des neurones, mais le revers de la médaille, c'est qu'il faut en prendre très soin. Les neurones ne se renouvellent pas, ou quasiment pas. Vous en avez un nombre défini à la naissance, et toute perte due à un accident ou une maladie est irrécupérable. Si vos neurones sont lésés, leur récupération va souvent dépendre de leur localisation. C'est possible, en périphérie, de retrouver pleinement l'intégrité de ces nerfs, mais en centrale, ce n'est généralement pas le cas. Et cela va provoquer des handicaps sévères qui diffèrent en fonction de la zone touchée, une paraplégie, une paralysie d'un côté de la face, une perte de sensibilité au toucher, des troubles de la personnalité, j'en passe, et des bien pires. Bon, revenons sur un ton un peu plus léger, avec quelque chose qui fait galérer tous les étudiants en médecine. On l'a vu, le cerveau il est divisé en 2 grands hémisphères. Les voies nerveuses, motrices, partent du lobe frontal, cheminent dans la moelle épinière, et vont jusqu'à leurs muscles respectifs. Les voies sensitives, elles arrivent jusqu'au lobe pariétaux, elles font le chemin inverse. Sauf qu'allez savoir pourquoi, les voies nerveuses, pendant leur trajet, se croisent. C'est-à-dire que les nerfs moteurs qui partent du côté droit du cerveau, innervent la partie gauche du corps humain, et inversement. Et pareil pour les nerfs sensitifs, bien évidemment. Et du coup, il faut trouver des arguments pour définir la hauteur de la lésion. Car si elle est en dessous du point de croisement, elle sera du même côté, et si elle est au-dessus, elle sera du côté opposé. Et évidemment, sinon ça serait trop facile, les voies motrices et sensitives ne croisent pas du tout au même endroit, et pas du tout de la même manière. Les nerfs qui arrivent entre les vertèbres L1 et L2 à gauche, croisent direct à droite et remontent. Bon, avec un schéma, ça sera plus clair.
Numéro 9, une autre variante très importante du système nerveux, ce sont les nerfs crâniens. On les appelle comme ça car ils ne suivent pas le même trajet que le reste des nerfs, ce sont généralement des voies sensorielles ou liées à l'innervation du visage. Il y en a 12 paires, toutes numérotées dans un ordre précis, un des trucs les plus courants à réviser pour les étudiants en médecine. Numéro 1, c'est le nerf olfactif pour l'odorat. Numéro 2, c'est le nerf optique pour la vision. Numéro 3, le nerf oculomoteur qui innerve 4 des 6 muscles qui servent à faire bouger les yeux. 4, le nerf trochléaire qui innerve un des 6 muscles dont on a parlé juste avant. 5, le nerf trijumeau pour la sensibilité du visage. Et vous inquiétez pas, on va y revenir à celui-là. 6, le nerf abducens qui innerve le dernier des 6 muscles oculomoteurs. Pourquoi avoir besoin de 3 nerfs et pas un seul? C'est pas à moi qu'il faut demander. Numéro 7, le nerf facial qui contrôle tous les muscles du visage. Il est quand même plus compétent que ses acolytes pour les yeux. 8, le nerf vestibulo-cochléaire qui sert à l'audition et surtout à l'équilibre. 9, le nerf glossopharyngien pour la déglutition. 10, le nerf vague qui relie le cerveau à tout plein d'organes comme le cœur, les poumons ou le tube digestif. C'est lui qui en transmet les informations sensitives. Si par exemple vous sentez que vous avez mal au ventre, c'est grâce ou plutôt à cause de lui. Numéro 11, le nerf accessoire qui innerve les muscles trapèze et le sternocléidomastoïdien. Pourquoi un nerf crânien pour ça et pas juste un nerf moteur classique? Laissez-moi utiliser mes nerfs accessoires pour vous répondre. Ouais, je sais pas si c'est une si bonne blague que ça en fait. Et enfin 12, le nerf hypoglosse, celui qui innerve tous les muscles de la langue. Si jamais il y a des étudiants en médecine ou des lycéens en devenir qui regardent ma vidéo, je vous conseille de vous les ancrer le plus tôt possible. C'est vraiment très utile pour la suite. Bon allez, un petit mémo au montage. Voilà, c'est cadeau. Numéro 10. Le nerf trijumeau est à l'origine de la pire douleur qu'une personne puisse ressentir dans sa vie. La névralgie du trijumeau, c'est une pathologie qui cause la compression de celui-ci. Étant donné qu'il s'agit d'un nerf responsable de la sensibilité du visage, je vous laisse imaginer les conséquences. Des douleurs extrêmement violentes, souvent d'un seul côté ou localisées, brutales, qui évoluent par crises très brèves, liées à une hypersensibilité du nerf. Les crises peuvent se déclencher par simple toucher, par la mastication, parfois juste par la parole, voire d'un effleurement par le vent. Cette maladie est en fait une variante d'une autre pathologie au sommet des plus douloureuses, l'algie vasculaire de la face, également liée au nerf trijumeau. Et elles sont parfois tellement insupportables pour le patient qu'elles le poussent à mettre fin à ses jours. On surnomme d'ailleurs l'algie vasculaire de la face la céphalée du suicide. J'espère qu'après cette vidéo, vous relativiserez un peu la prochaine fois que vous marcherez sur un Lego. Numéro 11. Souvent, quand on dit que quelqu'un est débile, on dit qu'il lui manque des neurones. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui fait l'intelligence en quelque sorte, c'est plutôt le nombre de connexions entre les neurones, ce que l'on appelle les synapses. Plus il y en a, plus l'activité cérébrale est importante. Et sachant que certains neurones peuvent émettre des milliers de synapses à eux tout seuls, on estime qu'un être humain a en moyenne le nombre colossal de plus de 100 milliards de synapses. Vous avez 100 000 fois plus de synapses que de cellules dans votre corps. C'est vertigineux. Numéro 12, le nombre de synapses est très important et requiert un équilibre bien précis. Elles sont créées par l'apprentissage et par la stimulation cérébrale, tandis que celles les moins sollicitées sont éliminées. Notre nombre de synapses y diminue avec l'âge. C'est un processus qui est totalement normal. Cependant, dans le cadre de certaines maladies, ce nombre décroît de manière bien plus rapide, occasionnant des troubles de la mémoire, du raisonnement, de l'orientation ou encore des émotions. On retrouve une perte importante du nombre de synapses dans la maladie d'Alzheimer, certaines formes de dépression, et on la suppose même dans le cas de la schizophrénie. Numéro 13, pas assez de synapses c'est pas top, mais trop ça ne l'est pas non plus. Un excès de synapses c'est généralement lié à un défaut d'élimination, occasionnant aussi plusieurs maladies comme l'épilepsie ou encore certaines formes d'autisme comme le syndrome d'Asperger. Alors c'est plus compliqué que ça, ces maladies peuvent être aussi causées par une excitabilité trop grande des synapses sans forcément qu'ils soient en excès, mais j'ai décidé de simplifier pour la vidéo. Numéro 14. Ici je vous disais que le neurone était loin d'être la cellule principale du cerveau. En réalité, vous avez un groupe de cellules super importantes uniquement présentes dans le système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière je le rappelle, les cellules gliales. Les cellules gliales, c'est 90% des cellules qui composent le cerveau. Il y en a 3 types, les astrocytes qui nourrissent et protègent les neurones, les oligodendrocytes qui forment des bras pour s'enrouler autour des neurones et en faire une gaine. Cette gaine sert d'isolant et accélère la transmission neuronale. Et enfin les cellules épandymères qui forment une couche protectrice autour du tissu cérébral. A noter qu'il existe aussi un 4e type de cellules, les cellules microgliales, qui sont les globules blancs spécifiques du système nerveux central et qui le défendent en cas de problème. On les considère généralement comme des cellules gliales à part entière, même si elles n'ont pas la même origine que les 3 types précédents. Numéro 15, alors ce qu'on a vu juste avant c'était dans le système nerveux central, mais dans le système nerveux périphérique, on
retrouve également des cellules de support pour les neurones. Sauf qu'ici, on n'en trouve qu'un seul type, les cellules de Schwann. Ces cellules, elles forment la gaine de myéline du système nerveux périphérique. Une cellule va s'enrouler autour d'un axone et il en faut des milliers pour recouvrir la longueur des plus longs. Comme les oligodendrocytes, la gaine des cellules de Schwann est hyper importante pour permettre l'isolement du neurone ainsi que la conduction optimale de son influx nerveux. Numéro 16, d'ailleurs, il existe évidemment des maladies qui sont liées à une lésion de la gaine de myéline. Celles-ci font partie des atteintes neurologiques les plus courantes et aussi les plus problématiques. L'atteinte de la gaine centrale s'appelle la sclérose en plaques. C'est une maladie dite auto-immune car vos cellules de défense se retournent contre vous et détruisent elles-mêmes votre gaine de myéline. Cela va avoir des effets dévastateurs sur la conduction neuronale, des faiblesses musculaires, des troubles visuels, des troubles sensitifs, etc. C'est difficile de vivre avec cette maladie. Et malheureusement, les seuls traitements disponibles ne font pas mieux que d'empêcher la maladie d'évoluer vers un stade plus sévère. Au niveau périphérique, vous avez à peu près la même chose, le syndrome de Guillain-Barré. Et elle sera beaucoup plus localisée car en général, elle touche un seul nerf quelque part dans le corps. Numéro 17. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du terme matière grise? C'est un terme qui est souvent utilisé par le grand public pour définir la matière organique qui compose le cerveau. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Je vous présente une coupe du cerveau. Vous voyez, il y a deux couleurs assez distinctes. Le contour, appelé cortex, est un peu gris, et le centre, que l'on appelle la médulla, est pour le coup plutôt blanc. Voilà, les deux matières qui composent notre cerveau et le reste du système nerveux. Les contours ou zones foncées, c'est la fameuse matière grise ou substance grise. Le reste, plus clair, c'est la matière blanche ou substance blanche. Et à quoi ça correspond? Eh ben en fait, c'est très simple. On a un neurone avec son corps ici et son axone juste là. La matière grise représente en fait le corps des neurones du cerveau et du SNC, et la matière blanche représente les axones de ces derniers. Comme ça, vous avez un petit aperçu sur l'organisation neuronale de votre cerveau. Numéro 18. Bon, vous commencez à le comprendre, votre cerveau, il est précieux, indispensable, mais pas mal vulnérable. Vous n'avez pas envie qu'il soit touché par quelque chose, et votre corps aussi. Il a mis en place tout un tas de structures afin de protéger son système nerveux central de l'extérieur, un véritable coffre-fort. Bon, déjà, on a les os. Eux qui d'habitude se retrouvent au centre, servent de charpente. Là, ils recouvrent le cerveau avec le crâne et la moelle épinière avec la colonne vertébrale. Celle-ci est segmentée pour permettre sa mobilité. Ce n'est pas tout. Le SNC, il est également recouverte de couches fibreuses, les méninges. Vous en avez trois différents types. De l'extérieur vers l'intérieur, on a la dure-mère, l'arachnoïde et enfin la pimère. La principale, c'est la première. Et elle n'a pas volé son nom de dure-mère. Tellement solide que c'est impossible de la déchirer avec les mains. Et pour finir, notre cerveau, il flotte dans le liquide céphalorachidien. C'est un liquide qu'il produit lui-même via les ventricules cérébraux. Il se stocke à l'intérieur de l'arachnoïde, la deuxième méninge, qui lui permet d'amortir les chocs. A noter que le cerveau, il est en contact très limité avec le sang via ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Cette dernière permet de ne filtrer que ce qui est utile au cerveau, en gardant à l'écart les potentiels germes infectieux et les cellules inflammatoires qui pourraient lui causer du tort. En somme, votre cerveau, il a beau être fragile, il est quand même sacrément bien protégé. Numéro 19, ce liquide céphalorachidien, ou cérébrospinal pour les fans de SNK, il est très utile pour diagnostiquer des trucs. On le prélève via la ponction lombaire en insérant une aiguille dans une zone où on risque pas de léser la moelle épinière. Et voici à quoi ressemble le LCR. Habituellement, il est clair, incolore, comme de l'eau. Et au microscope, on ne retrouve que très peu de cellules, principalement des cellules immunitaires. Et donc, dans certaines pathologies, l'aspect du LCR, il va pas mal changer. Il va devenir rosé en cas d'hémorragie ou d'atteinte de la barrière hémato-encéphalique. Alors attention, il peut aussi l'être au tout début de la ponction à cause de la piqûre. Il peut être clair mais avec des cellules immunitaires en cas d'infection virale. Il peut carrément devenir trouble et purulent dans le cadre de la méningite bactérienne. Le dernier cas, c'est le plus urgent. Il peut être rapidement mortel, mais en général, on a pas mal de signes cliniques évocateurs. Et le temps qu'on arrive à la ponction lombaire pour valider le diagnostic, le patient est déjà sous antibiotiques afin de prévoir les éventuelles complications de l'infection. Numéro 20. Ça, ce ne sont pas des grains de beauté, ni des taches de naissance, ce sont des tumeurs de nerfs. Alors non, ces tumeurs ne sont pas des cancers, elles sont totalement bénignes et on appelle cela des neurofibromes. Un neurofibrome, c'est pas grave, c'est assez mignon avec sa petite taille bien nette et sa couleur café au lait, mais il existe des pathologies au cours desquelles ils sont en surnombre et deviennent problématiques. C'est le cas de la neurofibromatose de type 1, ou la maladie de von Regliglog. Bon, on va rester sur le type 1. Il s'agit d'une maladie génétique qui touche une personne sur 3500. Elle se caractérise par un surnombre de ces neurofibromes visuellement très évocateurs et pouvant occasionner des troubles neurologiques, des complications orthopédiques, des atteintes osseuses ou encore de l'hypertension artérielle. C'est une maladie qui va énormément varier selon les patients, que ce soit la sévérité des symptômes, comme le nombre et la taille de leurs neurofibromes. Et ça peut vraiment devenir très impressionnant. Pour des questions de sensibilité, je vous épargne les images, mais vous pouvez facilement aller les voir si vous tapez le nom de la maladie sur internet. Attention, je vous mets en garde, c'est très visuel, avec des déformations parfois massives qui peuvent toucher le corps comme le visage. Je vous déconseille d'aller voir ça si vous êtes sensible à ce genre de choses, à vos risques et périls. Numéro 20. Est-ce que vous saviez que comprendre le langage et le parler, ce sont deux parties du cerveau totalement différentes? Vous avez l'aire de Wernicke sur le lobe temporal, ayant un rôle dans la réception
proprioception et le traitement des mots ou des symboles du langage. Et vous avez l'air de Broca, qui lui sert à s'exprimer, construire ses mots et ses phrases pour pratiquer soi-même le langage. Du coup, en fonction de la localisation de l'atteinte cérébrale, un malade pourrait parfaitement comprendre ce qu'on lui dit, mais parler un yaourt de syllabes aléatoires, tandis qu'un autre peut parler parfaitement bien sans être capable de traiter ce qu'il entend. Numéro 21, d'ailleurs Broca, parlons-en. Il a certes beaucoup fait avancer la neurologie avec ses découvertes, mais c'est aussi le fondateur de l'anthropologie, ainsi que quelqu'un qui a dédié une bonne partie de sa vie à travailler sur sa théorie de l'anthropométrie de Broca. Sur le papier, c'était des recherches très intéressantes sur l'anatomie du crâne. Mais ces recherches, elles furent motivées par une irrépressible volonté, celle de prouver que les hommes noirs seraient une véritable race inférieure par rapport à celle des hommes blancs. Avec sa théorie de l'anthropométrie, il a tenté pendant des années de prouver que le crâne des hommes noirs serait plus petit et donc contiendrait un cerveau de volume plus faible. Ah oui, et les personnes noires, elles ont pas été les seules cibles. Il a également bossé sa théorie pour les femmes, et ce pour les mêmes raisons. Le 19e siècle, c'était quand même une autre époque. Numéro 22. Vous connaissez les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, mais est-ce que vous savez qu'il y en a un auquel on ne pense jamais et qui est pourtant ultra important? La proprioception. Si on vous enlève vos 5 sens, vous serez toujours capable de savoir la position de votre corps dans l'espace. Ce phénomène, il est permis par un système annexe reliant des capteurs présents sur les muscles et les tendons avec les centres proprioceptifs du tronc cérébral. Et pour tester l'atteinte de la proprioception chez un malade, il y a plein de petites techniques très simples. Déjà, l'équilibre. Une personne qui a des troubles de la proprioception va tenir en équilibre les yeux ouverts parce que la vue va compenser le problème. Et si vous lui demandez de fermer les yeux, il va finir par le perdre. C'est ce que l'on appelle l'ataxie proprioceptive ou le signe de Romberg. On peut également utiliser la position du gros orteil. On met l'orteil soit en position haute, soit en position basse. Le patient doit nous dire sans regarder dans quel sens son orteil se positionne. S'il se plante une fois sur deux, cela indique qu'il a des problèmes de proprioception, et donc l'atteinte se situe au niveau du tronc cérébral. Des anecdotes, il y en a encore tout un tas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un deuxième épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo pour le soutien. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, bye!